Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours à 13 h sur Bismart dans la gestion de vos finances personnelles mais aussi de vos placements. Et Smart Patrimoine, l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Alors non pas sous un angle géopolitique mais sous un angle financier et plus spécifiquement sous un angle de finances décentralisées ou de crypto-monnaie. Que nous dit le conflit actuel sur le rôle de la finance décentralisée alors que les sujets financiers sont au cœur de ce conflit, que ce soit en termes de limitation de retrait en Ukraine ou de dons évidemment, mais aussi de sanctions imposées à la Russie. Nous aurons le plaisir de recevoir pour échanger sur ce sujet presque philosophique en matière de finance décentralisée Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine où nous allons nous intéresser à un dispositif très particulier mais connu des entrepreneurs. Un dispositif dans la ligne de mire d'un certain nombre de rapports économiques, alors là même que la profession au sens large de ce que l'on pourrait appeler les professionnels de la gestion de patrimoine souhaitent le défendre. Je veux bien sûr parler du pacte Dutreil. Nous aurons pour cela le plaisir de recevoir en plateau Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Odo BHF, et Anna Gozlan, associée fondatrice de Kermoney Office. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie, crypto-actifs ou finances décentralisées de Smart Patrimoine. Et nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur le plateau Nicolas Louvet, le CEO de CoinHouse. Bonjour Nicolas Louvet. Bonjour Nicolas. Alors nous allons regarder ensemble ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine et tenter de comprendre l'impact qu'il peut avoir sur la finance décentralisée ou en tout cas dégager des clés de compréhension sur cette finance décentralisée. On va commencer par le sujet le plus d'actualité, les sanctions du monde occidental à la Russie. Donc plusieurs banques ont été exclues de la plateforme SWIFT qui permet donc du coup de communiquer les transactions à l'international entre les différents organismes bancaires. Alors je dis plusieurs parce que toutes n'ont pas été exclues, notamment Gazprom Bank qui n'a pas été exclu en lien avec le sujet de l'énergie qui est un sujet donc également très traité en ce moment au sein de l'Union européenne. Il y a une volonté également de paralyser les avoirs de la Banque centrale russe qui ne peut plus donc liquider ses avoirs sur les marchés financiers. Ce que je trouve intéressant, c'est que là du coup, alors il y a cette idée effectivement géopolitique d'aller frapper les Russes au porte-monnaie, mais de s'attaquer à la Banque centrale. Si on fait le lien dans un rendez-vous crypto-monnaie et finance décentralisée dans Smart Patrimoine, la promesse de la finance décentralisée, c'est justement de ne plus passer par ces intermédiaires qui sont des banques centrales. Dans le cadre actuel, est-ce que les crypto-monnaies peuvent être un refuge pour l'État russe, alors là même que le monde de la finance occidentale leur ferme les portes ? En fait, la crypto n'est pas politique et comme vous l'avez dit vous-même, son sous-jacent, en fait, c'est la décentralisation. Donc, il n'y a pas de blocage possible à un endroit ou un autre. Dès que vous pouvez accéder en fait à Internet, vous pouvez accéder à un portefeuille et réaliser éventuellement des transactions. En tout cas, vous pouvez au moins réaliser des transactions peer-to-peer d'une personne à une autre personne. En crypto-monnaie. En crypto-monnaie. Vous pouvez avoir en revanche des difficultés à accéder à des plateformes qui, elles, peuvent décider de bloquer ou pas l'accès à tel ou tel pays ou telle personne. D'accord. Donc la décentralisation, en effet, permet d'échanger des valeurs, quel que soit l'endroit où on se situe dans le monde, y compris également en Russie. Donc, en effet, c'est une possibilité de maintenir des liens avec tout un tas de personnes situées dans des pays, y compris des gens qu'on a envie de défendre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, où, parce que vous avez évoqué les blocages au niveau Alors on russe. Commence effectivement par les sanctions russes, mais on ira également sur le sujet ukrainien. Moi je voulais commencer par le sujet des blocages donc, en Russie, puisque, bon, alors on parle de quelques jours, depuis le début de cette guerre, de cette entrée des Russes en Ukraine. Le Bitcoin, pour le coup, si on ne parle que du Bitcoin, n'a pas vu son cours évoluer tout de suite. En revanche, quand on a annoncé les sanctions économiques, d'un coup d'un seul, on a vu le cours augmenter. Donc c'est pour ça qu'on se demande si ça a un impact direct ou non. Est-ce
que d'un coup, on anticipe que massivement, on va avoir des capitaux arriver sur des crypto-monnaies, notamment des capitaux russes, par exemple? Je pense pas. Il y a un adage qui dit qu'on vend au son du clairon, on achète au son du canon. On le voit aussi dans les marchés financiers où, au moment en fait, des annonces d'une menace imminente de guerre, vous avez une chute assez brutale et ensuite les marchés ont recouvert. D'accord. Je pense qu'on est sur le même phénomène avec le Bitcoin. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des flux qui permettent d'aller financer en fait, des gens en Ukraine ou qu'éventuellement des Russes l'utilisent, ce qui me semble déjà beaucoup plus difficile pour eux, Bien sûr. et une quelconque influence sur le cours du Bitcoin. Il a sa fluctuation en tant que telle. On avait bien vu en fait que déjà sur le mois de février, avant même en fait ces phénomènes autour de la géopolitique, il avait résisté en fait à la baisse, il était reparti à la hausse. Donc je pense qu'on est sur deux phénomènes qui sont pas forcément corrélés. Alors, avant du coup ce sujet ukrainien, il y avait déjà des discussions en Russie pour savoir s'il fallait interdire ou non le minage de crypto-monnaies. Il y avait des prises de parole plus ou moins pour ou contre. Vladimir Poutine lui-même avait dit qu'il n'était pas spécialement contre, puisque en fait, ça pouvait représenter un avantage stratégique pour la Russie. Deux questions. La première, est-ce que si jamais la Russie venait à légaliser ouvertement les crypto-monnaies, ça pourrait avoir un impact sur cette finance décentralisée, sur le Bitcoin? Et deuxième question, est-ce que même dans une promesse de finance décentralisée, on pourrait imaginer des sanctions spécifiques crypto-monnaies à l'encontre d'un État qui attaque un autre État? Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe déjà. Alors pour répondre Donc oui pour la deuxième question. Pour la deuxième question. Pour la première question, non. Je ne sais pas. Très sincèrement, je ne sais pas quel peut être l'impact. Aujourd'hui, il y a une vision extrêmement négative partagée sur la politique du gouvernement et du président de la Fédération de Russie. Donc je ne pense pas que sa décision soit applaudie, puisque à nouveau le Bitcoin n'a pas de politique, lui. Bien sûr, Il ne suit oui. pas un tel ou tel régime. Et les utilisateurs du Bitcoin, c'est vous, c'est moi, c'est tout un tas de gens dans le monde, et on va plutôt se comporter comme on va réagir par rapport de la même façon qu'on va penser en fait la guerre en Ukraine, Bien sûr, et la façon dont les Russes ont décidé d'attaquer ce pays. Donc, bien sûr, en fonction de la vision de chacun, de chaque détenteur Donc, de je ne vois crypto-monnaie. pas nécessairement un applaudissement. Après, que des pays, il y a déjà un pays qui l'a adopté, que des pays se mettent à l'utiliser, c'est très bien. Maintenant, il faut aussi des infrastructures. Certes, on peut miner du Bitcoin, ce qui peut générer du Bitcoin, mais il faut être capable de l'échanger. Et donc là, il y a deux façons en fait de réaliser des transactions en Bitcoin. Soit la personne en face accepte votre paiement en Bitcoin totalement, et lui, il va le convertir dans ce cas probablement dans une monnaie fiduciaire. Bien sûr. Donc ça peut être le yen, ça peut être le dollar ou l'euro. Mais dans ce cas-là, comme la blockchain est traçable, vous avez en fait, à travers la lecture de la blockchain, la possibilité de voir d'où viennent les fonds. Vous ne connaissez pas l'identité, mais vous pouvez assez vite... On connaît le pays. Voilà, vous pouvez détecter assez vite d'où est-ce que ça vient. Ça veut dire qu'il y a des échanges, quelque part, des plateformes qui sont en charge de faire la conversion vers les monnaies fiduciaires, qui vont bien voir qu'il y a des flux qui sont passés d'un acteur A russe à un acteur B qui peut être chinois ou d'un autre pays pour ensuite être reconverti. Et c'est là où on peut du coup peut-être appliquer des sanctions économiques en disant on ne fait pas revenir ces crypto-monnaies dans le monde réel, ou en tout cas dans l'économie réelle. Ou alors on en limite, ou en tout cas on le sait, contrairement à d'autres formes de transactions, vous avez là une preuve irréfutable, comme quoi il y a bien une transaction qui a été faite et vous pouvez éventuellement la bloquer. Et d'ailleurs, c'est la fameuse mesure du gel des avoirs qui a été prise d'ailleurs, ou d'autres mesures ont été prises par des sociétés techniques, vous l'avez technologiques, vous l'avez vu aux États-Unis, il y a des décisions d'arrêter certains services en Russie. On peut, en tant que plateforme qui permet de faire des échanges, décider aussi de temporairement arrêter nos services dans tel ou tel pays et appliquer aussi une mesure de gel des avoirs qui est imposée par l'Union européenne ou par l'administration américaine. Bien sûr, donc on ne peut pas interdire les crypto-monnaies. En revanche, effectivement, on peut limiter l'accès à des plateformes qui sont des intermédiaires, pour le coup, essentiels sur les crypto-monnaies, même si on peut le faire sans les plateformes. Mais si c'est nécessaire. De toute façon, à un moment ou un autre, vous allez
nécessairement vouloir revenir en monnaie fiduciaire. Bien Peut-être sûr, pas ouais. vous, mais la personne à qui vous avez transféré ces cryptos. Et donc, à un moment ou un autre, on verra aussi qu'une transaction a été problématique. Et c'est peut-être pas l'agent, la société russe ou la personnalité russe qui sera bloquée, mais ce sera peut-être le bénéficiaire de sa transaction qui, lui, sera bloqué. Et donc, à la fin, en fait, il y a un blocage peut-être global de la transaction qui fait qu'elle n'aura peut-être plus lieu. Et donc, je pense qu'on est capable quand même d'agir à ce niveau-là de façon assez efficace. Alors, je vous propose donc de rester effectivement sur ce conflit, mais de regarder plutôt maintenant du côté ukrainien. On a vu au moment, alors, effectivement, où les Russes sont entrés en Ukraine, une limitation des retraits pour tous les particuliers en Ukraine qui ne pouvaient pas retirer plus qu'une certaine somme d'argent à la banque. Alors, on sait que ça arrive notamment dans le cas de crise économique, mais ça pose une vraie question. Ça veut dire qu'on a son argent sur un compte en banque et qu'en fait, le jour où on veut le retirer, eh ben, si jamais le climat est suffisamment anxiogène ou si jamais on est trop nombreux à vouloir le faire, on ne peut plus retirer son argent. Donc il y a des sujets vis-à-vis des Ukrainiens qui sont présents en Ukraine et ils acceptent du coup les dons internationaux et notamment les dons en crypto-monnaie. Et donc là en fait on voit les crypto-monnaies qui jouent un rôle finalement de valeur pas forcément refuge mais résistante quelque part aux fluctuations des marchés ou en tout cas traditionnels. Qu'est-ce que ça nous dit du rôle de la finance décentralisée pour le coup du côté ukrainien maintenant ? Alors ça peut être paradoxal, mais en effet, ça peut sauver des vies. C'est-à-dire, je l'ai lu à plusieurs reprises ces derniers jours dans des témoignages, mais vous avez signalé qu'il y avait des blocages ou des limitations, mais il y a aussi complètement de l'impossibilité en fait de retirer des fonds. Or, quand vous devez vous nourrir ou que vous devez acheter des biens de nécessité et que vous n'avez pas du tout la possibilité de payer parce que vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas d'argent liquide, Bien sûr, ouais. comment vous faites concrètement, quand un État aussi est bloqué dans ses systèmes, que l'informatique ne fonctionne plus, que l'énergie ne fonctionne plus, comment vous faites pour réaliser des transactions? Même si vous êtes connecté encore à Swift, vous avez potentiellement des difficultés. Alors vous me direz, avec la crypto, vous pouvez avoir des problématiques d'accès, mais il suffit d'un petit téléphone, d'une connexion assez simple en fait à un réseau pour pouvoir réaliser des transactions. Donc ça montre bien que la décentralisation peut aussi aider tout le monde, et on l'a vu dans d'autres pays, à pouvoir accéder à des valeurs en dehors d'un système qui parfois peut vous exclure, vous bannir, ou tout simplement ne pas fonctionner. Donc on en voit ici un bénéfice extrêmement clair. Et alors, il y a aussi également le sujet des dons, puisque l'Ukraine a annoncé pour accepter les dons en crypto-monnaie. Alors, il y a un certain nombre de crypto-monnaies qui sont pour le coup spécifiquement nommées et qui sont acceptées. Donc là aussi, ça permet en fait de manifester finalement son soutien via des dons en crypto-monnaie. Pourquoi les crypto-monnaies spécifiquement? On peut aussi faire des dons en dollars ou en euros. Je pense que vous pouvez faire les deux. Et il y a tout un tas d'associations en fait qui permettent d'accéder des dons en dollars, en euros, quand elles sont situées notamment en dehors du pays et qu'elles interviennent dans le pays. Maintenant, dans le pays en lui-même, si l'accès au compte bancaire n'est plus possible, de toute façon, les gens ne vont pas pouvoir retirer, ou les organisations sur place humanitaires ne vont pas nécessairement pouvoir utiliser. Ça ne sert à rien d'envoyer $1 million ou 10 millions de dollars si l'association locale, elle est de toute façon limitée dans sa capacité de retrait ou limitée dans la capacité d'utiliser les fonds. Donc là, on voit la possibilité en fait des cryptos de pouvoir aider localement en passant par un système qui n'a rien à voir avec le système bancaire. Et alors Nicolas Donc, Louvet, vous avez également mis en place une initiative, je crois, au Sandcoin House qu'on va voir dans les prochains jours justement pour faire des dons en Ukraine via la plateforme. Alors il y a plusieurs initiatives. Donc nous, à titre d'entreprise, on va faire un don de 40 000 dollars à des associations. On recommande à tous ceux qui voudraient faire des dons en crypto-monnaie d'être extrêmement vigilants. Parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui profitent de cela pour faire des fausses annonces, proposer des fausses adresses qui en fait iront dans des portefeuilles qui n'iront pas à la fin en fait au service des Ukrainiens ou des associations qui vont défendre les droits humains. Donc il faut être extrêmement vigilant. Par rapport à ça, nous, on a fait le travail et on continue à faire le travail de bien identifier les adresses pour s'assurer que derrière, les gens ont la capacité de les utiliser et aussi
que ce soit vraiment légitime en termes d'usage. Bien sûr. Donc pour ça, on prend contact en fait avec les différentes associations et on va proposer non seulement ces adresses-là sur notre plateforme pour que les gens qui ont des cryptos déjà chez nous puissent les retirer et les envoyer, donc notamment le Bitcoin, vers ces adresses qu'on aura préalablement en fait renseignées. Mais on va aussi permettre un achat beaucoup plus simple en euros, en carte bancaire ou en virement bancaire, où on a un bouton en fait, vous ferez votre achat et nous on se chargera d'envoyer ensuite les cryptos directement. Donc on pourra acheter avec des euros finalement. Exactement, et ensuite vous vous occupez du reste. La plus simple en fait sera ainsi proposée. Et puis on va également continuer à accompagner. On a une Ukrainienne en fait qui a perdu son job parce qu'elle travaillait entre la France et l'Ukraine et l'entreprise en Ukraine n'est plus en mesure en fait de l'employer. Il se trouve en fait qu'elle a des compétences qui correspondent à ce qu'on recherche actuellement. Donc on va lui proposer également un CDI. Merci beaucoup Nicolas Louvet d'être venu vous exprimer ce matin sur le sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le CEO de CoinHouse. Merci à vous également et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous allons nous pencher sur le pacte Dutreil, ce mécanisme qui permet une transmission de son entreprise ou de titres de son entreprise avantageuse d'un point de vue fiscal et qui se trouve actuellement dans le viseur de plusieurs rapports économiques. Le rapport Tirole-Blanchard, tout d'abord publié en juin 2021, puis le rapport du Conseil d'analyse économique s'appuyant d'ailleurs sur le fameux rapport Tirole-Blanchard. Les deux estiment dans une réflexion plus globale sur les inégalités en France et notamment sur le rôle de l'héritage et de la succession dans ces inégalités que le pacte Dutreil serait un facteur de création d'inégalités. Qu'en pensent les techniciens, les professionnels du secteur de la gestion de patrimoine? Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Odo BHF. Bonjour Laure Varasté. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir également Anna Gozlan, associée fondatrice de Carmony Office. Bonjour Anna Gozlan. Bonjour. Et bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors l'idée, le pacte Dutreil, effectivement tout le monde ne connaît pas, donc on va essayer de le définir un petit peu et après on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est dans le viseur de ces rapports économiques et ce que vous en pensez. C'est ce qui nous intéresse en priorité. Tout d'abord, Anna Gozlan, pour le définir, le pacte Dutreil, on peut peut-être commencer par le replacer dans un contexte économique. C'est un dispositif qui n'est pas si vieux que ça. On parle des années 2000 pour le coup. Tout à fait. C'est un dispositif qui a été mis en place après un constat assez flagrant du retard que prenait en fait la France par rapport à ses pays voisins sur justement ce sujet de transmission d'entreprises. D'accord. Il date effectivement de 2003, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'a pas été mis en place par une loi de finances. On est plutôt en fait sur des lois économiques, d'initiative pour les PME, que ce soit en 2003 ou même sur son renforcement en 2005. On est dans le cadre en fait de loi économique et ce n'est que beaucoup plus tard que la loi de finances en fait est venue se mêler, essentiellement pour encadrer des pratiques, les contrôles et les doctrines administratives. Alors vous parlez de retard par rapport à des voisins européens, retard à quel niveau où le bas blessé en France par rapport aux pays européens? Alors concrètement en fait, quand on regarde un peu en arrière, dans les années 80, vous aviez le nombre en fait d'ETI en France était équivalent typiquement à l'ex-RFA. Aujourd'hui, quand vous regardiez en fait juste avant, dans les années 2000, avant la mise en place de ce pacte, on s'est aperçu que en fait, on a plus que divisé par 2 ce nombre d'ETI. Alors en France. En France. D'accord. Alors que nos voisins, donc on parlait donc de l'Allemagne à ce moment-là, mais même l'Italie ou le Royaume-Uni comptaient déjà beaucoup plus d'entreprises que l'on en avait. Les ETI françaises, en fait, ne survivaient pas dans le temps et c'est pour ça qu'on a mis en place un mécanisme de transmission d'entreprises plus avantageux. En fait, c'est exactement cela. Le surcoût fiscal, puisqu'on a eu un doublement de cette fiscalité, a fait que malheureusement, les entrepreneurs ont été amenés justement à céder plutôt qu'à transmettre, parce que le coût était beaucoup plus important. D'accord. Et malgré le fait que l'on puisse, aujourd'hui, on a un rapport qui est clair là-dessus, le taux de transmission d'une entreprise dans la famille permet en fait de donner
donner une survie beaucoup plus importante. D'accord. Alors que, en fait, on est aujourd'hui dans un constat en fait complètement différent. C'est intéressant, ça, le taux de survie dans l'entreprise. Alors, on y reviendra juste avant. Donc là, on a posé le contexte économique. Laure Varasté, on va essayer de comprendre ce pacte Dutreil aujourd'hui. Alors, il est assez différent de sa version de 2003, puisque moi, je disais qu'il y a eu 14 modifications depuis. Alors, je ne sais pas si c'est plus ou moins en fonction de ce qu'on peut lire, mais concrètement, ce pacte Dutreil, en 2022, qu'est-ce qui permet pour un dirigeant d'entreprise ou un entrepreneur ? Eh bien, c'est un régime de faveur en fait qui permet de réduire l'assiette taxable au moment de la transmission. Donc un abattement en fait qui est mis en place de 75% de la valeur de l'entreprise que l'on va transmettre. D'accord. Transmettre soit au décès, mais également en donation donc de son vivant. Et également à noter que si c'est une transmission, elle n'est pas envisagée que au sein de la famille, mais elle peut également inclure des proches ou des salariés de l'entreprise. D'accord. Donc c'est vraiment une transmission qui est favorisée avec un abaissement de l'assiette taxable. Et s'il s'agit d'une donation, avec évidemment d'autres conditions, la possibilité aussi que si la donation est faite en pleine propriété, il y a des réductions de droits. Donc ça permet en fait par ce mécanisme-là de rendre plus acceptable justement le coût de cette transmission. On paye moins d'impôts sur l'entreprise Exactement. qui est transmise. Alors il y a des conditions, j'en ai noté une, c'est qu'il faut quand même conserver les titres de l'entreprise Bien quand sûr. on se voit transmis Tout à fait. l'entreprise. Alors il faut les conserver au moins 4 ans quand on récupère les titres pour le coup. Exactement. En fait, il y a 2 engagements de conservation. Le premier qui est collectif, donc avec le donateur en question, et un second individuel. Donc c'est 2 ans plus 4 ans, donc c'est à minima 6 ans l'engagement, les engagements à prévoir, donc de conservation de ces titres, mais avec d'autres contraintes qui sont également des fonctions de direction au sein de l'entreprise par l'un des signataires du pacte. Donc tout cela est vraiment très contraignant. Il faut diriger l'entreprise ensuite, par la suite, quand on se voit... alors, donner, non, puisqu'on les achète quand même, ces titres, mais effectivement, il y a une fiscalité avantageuse. Est-ce qu'on parle forcément de l'intégralité des titres détenus par le dirigeant ? Non. Est-ce qu'on peut faire plusieurs pactes Dutreil au cours de sa vie ? C'est même recommandé. C'est recommandé, d'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait un pacte Dutreil qui soit, un engagement collectif qui soit en cours au jour de la transmission. Donc automatiquement, il va falloir envisager plusieurs pactes pour impliquer peut-être plusieurs membres de la famille ou plusieurs membres justement de direction et faire en sorte que ces différents pactes puissent être reconstitués tous les 2 ans si la transmission n'a pas eu lieu. Donc en fait, on va multiplier, il ne faut pas non plus bien sûr. Non, mais au faire moins... de trop, mais faire rouler ces pactes de façon à ce que l'on puisse mettre en œuvre ce type de dispositif. Alors Anna Gozlan, je mentionnais en introduction donc du coup 2 rapports qui pour le coup mettent le pacte Dutreil dans leur viseur. Alors de manière beaucoup plus générale, ils s'attaquent au sujet de l'héritage, de la succession, qui du coup selon ces rapports favorise un certain nombre d'inégalités, et notamment qui calcule la part de l'héritage dans la fortune effectivement des Français donc en 2020, 2021 ou 2022, part de l'héritage qui grossit. C'est pas notre sujet ici, on l'a déjà traité dans d'autres émissions. Là, on est vraiment sur le pacte Dutreil. Pourquoi est-ce que ce pacte Dutreil est dans le viseur aujourd'hui ? C'est parce que ce que sous-entend le rapport, c'est ou ce que dit clairement le rapport, c'est que du coup, on fait une fleur à ses héritiers, on transmet une entreprise, c'est pas forcément les plus indiqués pour la diriger, et qu'il faudrait le supprimer pour permettre à d'autres de récupérer l'entreprise. Mais ça va à l'inverse de ce que vous nous avez dit sur le contexte historique. Donc c'est pour ça que j'essaie de comprendre. Tout à fait. D'autant que si on souligne un autre chiffre qui est quand même assez intéressant, le taux de transmission en France est largement inférieur à celui de nos voisins à nouveau. On est à 17% quand on est à plus de 56% en Allemagne. D'accord. Donc remis dans le contexte, on peut comprendre en fait la volonté de ces auteurs économistes qui partaient en fait d'une bonne idée, effectivement, de rétablir des égalités, mais effectivement, le vrai sujet, c'est que l'on se retrouve dans une situation où on écarte de facto en fait des héritiers sous prétexte qu'ils ne sont pas en fait capables ou qu'ils ne seraient pas suffisamment compétents, mais en réalité, on se pose à juste titre la question de savoir si ce n'est pas une simple idéologie qui est derrière. Et c'est prouvé qu'un héritier est moins compétent que les parents pour gérer une entreprise. Non. Et aujourd'hui, on assiste des familles qui sont suffisamment alertes sur ces sujets et qui s'associent justement à des compétences lorsqu'elles
prennent conscience que sur certains sujets, elles ne sont pas seules capables de répondre à leurs obligations. On a un véritable besoin aujourd'hui dans le tissu économique et on ne peut pas, du revers de la main, décider d'y mettre fin sous prétexte qu'ils seraient moins compétents. Laure Varasté, d'ailleurs, vous avez mentionné qu'on n'est pas obligé de transmettre qu'à sa famille, pour le coup, dans le pacte du trade. On peut déterminer qui va récupérer l'entreprise et faire un pacte du trade. Donc, votre réaction, comme Anna Gozlan, sur le sujet, sur le fait que ce soit dans le viseur aujourd'hui de ces rapports? Ce qu'il faut reprendre, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vraiment essayer de préserver l'entreprise et de pérenniser l'activité, pérenniser le savoir-faire, pérenniser l'emploi. Donc finalement, c'est trouver les bonnes personnes à qui transmettre. Donc ça n'est pas que la famille, mais ça peut aussi être d'autres salariés. Alors c'est vrai qu'on a peut-être cette image, et c'est peut-être pour ça que c'est dans le viseur, on va transmettre un capital, un patrimoine à ses descendants, c'est peut-être ça qui est visé, mais en réalité, c'est mis en place de façon beaucoup plus large. D'accord. Ça n'est pas que les descendants, ça peut être des tiers, ça peut être une famille beaucoup plus large. L'idée, c'est de trouver le bon dirigeant pour justement poursuivre l'aventure. Donc le fait que ce soit dans le viseur de rapports économiques ne fait pas forcément sens, si je comprends bien, du point de vue du dirigeant ou d'un point de vue économique. Pas du tout, justement, parce que en fait, on peut même se retrouver avec une mise en place de pactes qui combine, à partir du moment où, très justement, Laure disait tout à l'heure qu'on anticipe. Le premier des conseils, c'est justement l'anticipation pour pouvoir organiser cette transmission. On combine des solutions, aussi bien en fait avec des membres de la famille que des salariés. Et cette anticipation permet en plus de donner à cet outil une force qui est quand même assez importante, c'est celle de la gouvernance. C'est un outil de gouvernance d'entreprise aujourd'hui. Bien sûr, et de suivi de gouvernance, effectivement, dans le temps. Tout à fait, dans le temps. Exactement. Et ce qui est assez amusant, c'est que justement dans le rapport, dans la note du CAE, ils mettent en avant que c'est un outil beaucoup plus utilisé parce qu'il y a de plus en plus de pactes signés. D'accord. Non, c'est le dispositif qui fait que pour être sûr d'être dans les conditions d'application, on va multiplier les pactes. Et non pas parce que c'est un dispositif intéressant que l'on va en faire de plus en plus. D'accord, c'est pas juste un avantage fiscal, c'est que derrière, il y a d'autres sujets que juste l'avantage fiscal. Et effectivement, il ne faut pas regarder. C'est pas le bon compteur à regarder. C'est pas le bon compteur à regarder l'avantage fiscal. Non. Il nous reste quelques minutes, voire quelques secondes. Anna Gozlan, est-ce qu'il y a un risque on n'en est pas à parler de suppression. Pour l'instant, on est juste sur le rapport et dans le viseur. Enfin, le pacte est dans le viseur d'un certain nombre de rapports. Est-ce qu'il y aurait quel risque à sa suppression? Ça veut dire que du coup, on verrait nos ETI françaises vendues toujours en France, à l'international, voire... On a déjà vécu la situation où effectivement les chefs d'entreprise n'ont pas eu d'autre choix que d'abandonner et donc d'être mis en vente. Et souvent, ce sont des groupes étrangers ou des fonds d'investissement qui viennent en fait en grand cheval blanc sortir. Et donc là, il y a le sujet de gouvernance que vous mentionniez. Et là, il y a un vrai sujet, d'autant qu'en plus, on s'aperçoit en regardant en fait la dernière crise que nous avons connue, le Covid-19, c'est vraiment dommage de se priver de cette force qui est en fait nos ETI. Lorsqu'elles sont transmises en entreprise, elles ont une véritable vision à long terme. Et cette pérennité leur donne finalement une certaine résilience face à ces crises-là. Et ce sont elles qui s'en sortent le mieux dans ce genre de contexte. Merci beaucoup Anna Gozlan, associée fondatrice de Kermoni Office. Merci également Laure Varasté. Je vous voyais acquiescer à ce que disait Anna Gozlan. Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Odo BHF. Merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.